Grand bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci de choisir Matin Bonheur pour vous réveiller et Abidjan comme destination matinale. Bienvenue, c'est Matin Bonheur en ce 17 décembre 2018. On est très heureux d'être en votre compagnie à 8 jours seulement de Noël. Et le soleil se lève de façon propre, mais au figuré aussi avec cette très belle tenue de ma voisine Alix. Bonjour Alix. Bonjour Marco. Le soleil se lève bien avec vous. Ah oui, j'espère qu'il se lève aussi bien pour tous nos téléspectateurs. Grand bonjour également à vous tous. On espère que le week-end se sera passé en tout cas dans des bonnes conditions comme vous l'aurez souhaité. Et nous sommes là pour reprendre la semaine avec vous de plein fouet et avec la bonne humeur. Aujourd'hui, on aura donc dans Instant Vérité que vous attendez tous les lundis, bien entendu, Paul-Édouard Amicha, il est expert en décentralisation et développement local. Le sujet est le suivant, les clés pour un développement local au service des populations. Comment faire pour que les populations puissent sentir vraiment dans leur quotidien le développement, par exemple, et puis surtout le travail d'un élu local. Ensuite, on aura pour aujourd'hui, vous savez, la thématique, c'est emploi, c'est connu. On parlera aujourd'hui de la vie professionnelle en corrélation avec l'e-réputation. Qu'est-ce que c'est que l'e-réputation? Bien sûr, nous aurons la définition de cette notion-là et puis on va décortiquer le sujet avec notre invité aujourd'hui qui n'est autre que monsieur, je vous donne le nom exact. Je peux vous y aider, il s'appelle Barthélémy Gué-Conan, il est cadre en communication et marketing. Solidarité de mise aussi, mesdames et messieurs, aujourd'hui, pour tous les sujets qui vont rythmer ce rendez-vous matinal. On aura le point route avec Christelle Akoussa qui signe l'écriture technique de ce premier rendez-vous de la semaine. Petit à petit, on est en train d'arriver vers Noël. Ah oui. Alors, ça va, les préparatifs, ça va? Ah ouais, ça va très bien. Hein? Ah bon? Ah oui, oui, on vous réserve de très, très, très belles surprises. Les anniversaires se sont bien passés? Ah ouais, c'est vrai. J'ai bouclé mes anniversaires, c'est terminé. 8 décembre, 15 décembre, ça va. Ça s'est très bien passé. On embrasse donc les bouts de chou de Alix, surtout le tout dernier, mon ami personnel, qui a fêté un an de plus samedi. Tonton n'a pas oublié le cadeau. J'espère bien. Oui, tonton n'a pas oublié le cadeau. Parce qu'on me ressasse ça, même ce matin encore. Tonton va faire un tir groupé. Allez, tir groupé également pour les infos. Aujourd'hui, on a beaucoup de noms à célébrer, Alix. Et oui, aujourd'hui, les prénommés sont Judicaël, Gaël, Gaëla, Laïga, Olympia, Olympias, Olympie, Peggy, Tess, Tessa, Tessie, Tissa et Yekel. En tout cas, voilà, c'est pour ce jour, 17 décembre. Et puis on salue toutes ces personnes qui sont nées un 17 décembre, même des personnes qui ne sont pas de ce monde, mais qui sont nées un 17 décembre. Une forte pensée pour Marie-Yolande. Allez, on va aller maintenant dans les citations spéciales. Félix Houphouët-Boigny, on a reçu avec beaucoup de plaisir le professeur Nguessan le vendredi dernier. On a parlé donc de ce grand homme de notre pays, d'Afrique et pourquoi pas du monde. Félix Houphouët-Boigny, voici quelques-unes de ses citations. Commencez, Alix. Il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. En tout cas, ce sont des assertions qui se passent de commentaires. C'est l'homme qui honore le titre et non le titre qui honore l'homme. C'est joli, ça. En prenant tous de la graine. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Sa maxime, on va dire, la plus répandue. Et puis aussi, c'est très important, Alix aime bien ce dicton-là, l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Et ça se matérialise plus de votre côté. Oui, de notre côté, parce qu'après, on sait comment on mange. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Et c'est très à propos avec le père de la nation. Il nous manque terriblement, énormément. Ils nous ont quittés un 17 décembre, Alix, une grande dame que vous aimez. Ah oui, elle fait partie de la littérature française, écrivaine et première femme élue à l'Académie française. Malheureusement, nous a quittés un 17 décembre 1987, une année qui nous est particulièrement très indicatrice. Alors, elle est née le 8 juin 1909. Il s'agit de Madame Marguerite Yourcenar, grande dame, icône bien sûr de la femme qui s'intègre dans les hautes sphères en France. Marguerite Yourcenar, première femme. On salue tous ses descendants qui, peut-être, on ne sait jamais, regarderaient RTI 1. RTI 1 qui continue et qui ouvre maintenant sa page info. Premier rendez-vous, première pulsion info ce matin avec Régis Kofi qui est déjà sur le plateau. Bonjour Régis. Bonjour. Bonjour à vous, Alix et Marco, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a reçu en audience le roi de Bouna, Sa Majesté Niguié Bilima, accompagné d'une délégation de la notabilité et de hauts cadres de la région de Bounkiali, est venu présenter ses civilités au chef de l'État. Notons que Sa Majesté Niguié Bilima est le 31e roi du Bounkiali depuis le 28 octobre dernier,
suite au décès du roi Diarakoroni II. Des élections partielles, municipales et régionales ont eu lieu hier dans les circonscriptions de Bingerville, Grand-Bassam, Port-Bouët, Lakota, le Guémont et le Lodibois. La Chambre administrative de la Cour suprême y avait annulé le vote du 13 octobre à la suite de recours introduits par des candidats qui contestaient les résultats. Après la fermeture des bureaux de vote, l'heure est au dépouillement, mais également au bilan quant au déroulement du scrutin. À Grand-Bassam, des incidents ont été signalés dans certains bureaux de vote. Sidonie Davila nous en parle. Grand-Bassam, dans le sud Comoé, 42 051 électeurs répartis dans 104 bureaux de vote. Avant l'ouverture officielle des bureaux, les agents de la CEI procèdent à la vérification et à la mise en place du matériel technique. La plupart des bureaux ont effectivement ouvert à 8 heures. Au premier jour de ces votes-là, tout le monde est un peu content. C'est qu'on est tous contents de reprendre dans la paix. J'ai une cérémonie de mariage, donc je voulais en finir vite parce que je me suis dit qu'il y aura affluence. L'affluence sera plus forte à partir de 11 heures. Bon nombre d'électeurs ont choisi d'aller prier avant de venir voter. J'ai choisi de faire la messe pour que Dieu étende sa main sur les candidats. Après ça, pour qu'il y ait la paix. À Grand-Bassam, on note une présence remarquée des personnes du troisième âge qui ont tenu à accomplir leur devoir civique. Malgré quelques soucis relatifs au manque de stickers et à la défaillance des machines, on peut dire que tout se passait relativement bien dans l'ensemble. Nous avons décidé de faire un tour dans différentes communes, et notamment voir différents lieux de vote et bureaux de vote. Les choses se déroulent très bien. Et nous qui sommes chargés de la sécurisation de ces élections partielles, en tout cas, nous sommes satisfaits de ce que nous avons constaté à Bassam. Entre 14h et 16h, les esprits s'échauffent. Vive tension dans le centre de Bassam 1. La CEI locale décide de faire la lumière. 109 personnes ont voté sans la table biométrique. Renseignement pris auprès de nos agents électoraux. On lui dit non, elle est défaillante, la tablette est défaillante. Elle dit bon, on va vérifier. Elle prend maintenant, si on regarde, la tablette n'a aucune panne. Ils ont simulé la panne de la tablette pour faire voter les gens de manière manuelle. Donc j'ai décidé de mettre des militants dans tous les lieux de vote. Dès qu'il y a un souci, une tablette, les militants remettent la machine en marche pour rassurer les candidats d'un souci de transparence. À Grand-Bassam, certains habitants ont choisi de prendre du bon temps en bordure de mer, certainement après avoir accompli leur devoir civique ce dimanche, jour de vote. Une pluie s'est abattue sur la ville d'Abidjan hier et l'eau s'est une fois de plus invitée dans les domiciles. À la Riviera Alhambra, dans la commune de Cocody, des maisons ont été inondées. La circulation a également été perturbée à certains endroits de la commune. Il y a eu cependant plus de peur que de mal. Aucune perte en vie humaine et pas de dégâts matériels selon le constat de nos reporters. Ils sont 9, leur âge varie entre 14 et 17 ans, tous de nationalité burkinabé. Des jeunes hommes ont été interceptés par les forces de l'ordre à Aboisseau, dans la région du Sud Comoé. Ces jeunes se rendaient à la mine d'or d'Angovia dans le but d'exercer comme orpailleurs clandestins. Le reportage de Sita Soro. Le 25 novembre dernier, un véhicule de transport en commun est intercepté par les forces de l'ordre. À bord, 9 enfants dont l'âge varie entre 14 et 17 ans. Provenant du Burkina Faso, ces 9 enfants étaient destinés à travailler dans la mine aurifère d'Angovia, dans le département de Boiflé. Là, dans le cas d'espèce, il s'agit d'exploitation et de pire forme de travail parce que ces enfants étaient dans une zone aurifère. Ils étaient dans une exploitation minière à Bafia, non loin d'Amaféré, et ils partaient cette fois-ci à Angovia pour une mine beaucoup plus importante, dit-on. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, venue s'enquérir de la situation et apporter le soutien de l'État de Côte d'Ivoire, a salué l'action des forces de l'ordre et a appelé à la protection des enfants. 9 adolescents qui ont été sauvés donc des mains de trafiquants véreux, sans scrupules, et ceci grâce à nos forces de défense et de sécurité, dont la vigilance et vraiment l'efficacité
ont permis de sauver la vie de ces enfants. Nous sommes au mois de décembre. Les enfants, le mois de décembre, c'est le loisir, c'est leur droit. Ils ne sont pas faits pour être exploités, ils doivent vivre leur enfance, ils doivent jouir de leur enfance, ils ont droit à une vie décente, ils ont droit à la santé, ils ont droit à l'éducation. Placés dans des familles d'accueil dans le village d'Assouba, l'État, l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, l'Organisation internationale pour les migrations OIM et l'UNICEF sont en train de tout mettre en œuvre pour que ces enfants retournent dans leur famille d'origine au Burkina Faso. Ils viennent de la province du Ganzourou. On a identifié dans les discussions informelles déjà 3 familles, mais comme j'ai dit, nous allons nous entretenir avec les enfants pour savoir exactement d'où ils viennent. C'est-à-dire qu'on va localiser avec précision les familles et enclencher le processus de rapatriement. Nous apportons de l'appui technique et financier au gouvernement ivoirien, mais je pense que, comme vous l'avez pu constater ici, le trafic d'enfants, l'exploitation des enfants, c'est une affaire de tous. Donc il faut que tout le monde contribue, sinon ce phénomène risque d'être inaperçu au niveau des différentes communautés et il y aura encore beaucoup d'enfants qui vont parcourir ce risque d'être trafiqués et finir dans des zones aurifères. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a fait don d'1 million de francs CFA pour la prise en charge de ces mineurs en attendant leur retour. Les activités du 5e recensement général de la population et de l'habitat ont été lancées vendredi dernier. Cette nouvelle opération de recensement d'un coût de 19,6 milliards de francs CFA intervient après les manquements constatés dans l'opération de 2014. Quel intérêt revêt ce 5e recensement? Élément de réponse avec Cheikh Koné. Fournir des informations fiables sur les données socio-économiques pour le suivi des indicateurs et mettre à jour les statistiques sur l'effectif global de la population de Côte d'Ivoire, sa composition par sexe et par âge, c'est l'un des objectifs de cette nouvelle opération de recensement, le 5e du genre. Le RGPH 2019 permettra de fournir des bases de données actualisées, démographiques et socio-économiques, de mettre en évidence les efforts faits par le gouvernement dans les secteurs sociaux, de suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre du PND 2016-2020 et de fournir les informations indispensables aux programmes actuels de l'État. Pour ce 5e recensement, 40 000 enquêteurs ont été mobilisés et vont sillonner dès janvier 2019 tout le territoire national. Le ministre Sansan Kambilé, représentant le chef du gouvernement, a lancé cet appel pour la réussite de l'opération. Ce projet nécessite l'implication de tous et chacun doit se sentir concerné et se rendre disponible. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre exhorte l'ensemble de la population de la Côte d'Ivoire à adhérer à ce recensement en réservant un bon accueil aux agents recenseurs et en leur fournissant des informations recherchées. Monsieur le Premier ministre met en mission tous les administrateurs, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et leur demande d'apporter tous les appuis nécessaires à la réussite de cette opération. Il invite tous les élus locaux, les chefs religieux, les chefs coutumiers et les leaders communautaires à apporter leur soutien au RGPH 2019 et leur demande de sensibiliser les populations à cette importante opération. Le budget alloué à cette nouvelle opération est de 19,6 milliards de francs CFA avec un engagement du gouvernement de 3 milliards de francs CFA au titre de l'année 2018. Pour la mobilisation des 16,6 milliards de francs CFA restants, une table ronde des bailleurs de fonds sera organisée le 19 décembre prochain par le gouvernement. C'est la fin de ce regard sur l'actualité. Je vous retrouve tout à l'heure à 6h30. À tout à l'heure, Régis. Et nous, vous savez que généralement, les week-ends sont faits pour festoyer, participer à des réjouissances. Et là, on prend des kilos en trop. Comment vous permettre de les perdre? C'est avec Coach Carl Kadi que ça va se faire. Bonjour Marco, bonjour Alix, bonjour chers téléspectateurs. Alors, on va être au sol, on aura des exercices au sol. On va commencer par s'allonger sur le dos. On va garder les pieds à plat. On va commencer par activer tout ce qui est sangle abdominal. On va garder les bras le long du corps. On va prendre une bonne inspiration. En expirant, on va lever la tête, on va rentrer le ventre, on va basculer le bassin. On va penser à contracter les abdos le plus possible. On garde les mains au niveau des hanches. 3, 2, 1 et on redescend.
Encore, on repart. On expire, on lève, on monte. 3, 2, 1 et on redescend. Encore, expire, on lève, on monte. 3, 2, 1 et on revient. Allez, encore, on part pour 4 et on revient. On part pour 5 et on revient. On y va pour 6. Si vous avez mal au cou, vous pouvez mettre la main derrière la tête juste pour soutenir votre tête et on revient. Mais pensez surtout à alterner vos mains pour ne pas que ce soit toujours le même côté qui force. Et on revient. Allez, encore 2 dernières. Expire, on lève. Une dernière. Expire, on lève. Et on revient. Parfait. Deuxième exercice, on va garder les genoux dans la poitrine. On va mettre les mains juste en arrière de la tête. On va monter en ramenant les mains devant nous. Hop. Et on redescend. Vous allez sentir forcer un tout petit peu plus les abdos au niveau du haut. Et on revient. Donc, très important, on ferme en montant, on expire. Et on revient. Encore, on repart pour 4. Expire. Et on revient. On repart pour 5. Même principe, le bas du dos doit être toujours appuyé sur votre tapis. Si vous avez les jambes ici, que le bas du dos lève, on ramène les jambes pour garder le bas du dos au sol. Et on repart. Allez, encore 4 autres. On souffle. Et on revient. Encore. On souffle. Et on revient. Encore. 2 dernières. Et on revient. Une petite dernière. Excellent. On ramène les mains juste en arrière du bassin. On va allonger les jambes. Donc, on va allonger nos jambes le plus loin qu'on peut, sans forcer avec le bas du dos. Et on va les ramener dans la poitrine. Donc, on expire, on pousse. Inspire, on revient. On garde la tête relevée. Expire, on pousse. Inspire, on revient. Encore. Expire, on pousse. Quand on allonge les jambes, pensez à contracter les cuisses le plus possible. Sentir forcer au niveau de vos abdos. Et on revient. Allez, encore 4 autres. Expire. Et on ramène. On a mal à la tête, mal au cou. On garde la tête au sol. On allonge. Et on revient. Ça travaille quand même, ça travaille pareil, sans créer de douleur. Super important, ne travaillez jamais, jamais dans la douleur. Expire et inspire, on revient. Parfait. Dernier exercice, on ne peut pas travailler les abdos sans le faire, gainage. Sur les coudes juste en dessous des épaules, les genoux en arrière des hanches. On rentre le ventre. On contracte et on essaye de tenir ici le plus longtemps possible. Pour les plus avancés, n'hésitez pas à monter sur les orteils, donc à décoller les genoux. On reste en position planche et on essaye de le maintenir le plus longtemps qu'on peut. Et quand on ne peut plus, on relâche et on respire. Quand vous faites une planche, si vous avez mal dans le bas du dos, pensez à remonter le bassin pour diminuer, voire enlever la douleur ou à contracter un tout petit peu plus le ventre pour avoir moins mal dans le bas du dos. Donc, j'espère que ces exercices vont vous servir, que vous allez réussir à les faire, que vous allez réussir à les maîtriser. Je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à la prochaine. Merci Coach Carl qui est très en forme chaque matin pour vous, au sens propre comme au sens figuré. C'est une dame qui a beaucoup d'énergie et c'est une grande chance pour nous de la voir dans cette émission. Et ce n'est pas M. Ekou Polarno, notre spécialiste donc, en sécurité routière, qui dira le contraire. Son sourire l'atteste d'ailleurs. Allez, nous allons passer maintenant au point donc, de la sécurité routière, comme tous les lundis, avec Ekou Polarno. C'est parti. Jingle exécuté. Nous sommes de retour en plateau avec M. Polarno. Bonjour. Bonjour. Bien Alex. réveillé? Très bien. D'accord. Bonjour Marcelin. Ça augure d'une bonne journée alors. On parle aujourd'hui de la mise en fourrière des véhicules. Tout de suite, qu'est-ce qu'une mise en fourrière d'abord? La mise en fourrière, le code de la route le définit comme le transfert du véhicule en un lieu qui va être défini par l'autorité administrative en vue de retenir le véhicule jusqu'à ce que cette autorité prenne une décision. Simplement dit, c'est une opération de saisie
qui permet de déplacer le véhicule dans un endroit sous la surveillance d'une autorité administrative. Parce que le véhicule a soit commis une infraction ou pose des problèmes de sécurité publique. Alors, je rappelle que la mise en fourrière, mesdames et messieurs, intervient dans notre giron juridique depuis 1963 et qu'à ce jour, nous avons environ 450 000 automobilistes officiellement par Selon rapport les chiffres de guichet unique qui procèdent aux visites techniques. Alors, à quel moment peut-on mettre un véhicule en fourrière? Il faut d'abord retenir que ce n'est pas une décision hasardeuse. Il faut savoir que le véhicule en fourrière va être mis en fourrière dans deux cas qu'il faut peut-être identifier. Lorsque le véhicule il est en contravention. La contravention la plus connue, c'est les stationnements interdits, stationnement gênant, ainsi de suite, qui automatiquement vont peut-être entraîner une mise en fourrière lorsque le conducteur n'est pas en mesure de déplacer le véhicule. Mais il y a une série d'infractions. Il y en a pratiquement, le décret, le code de la route énumère 9 cas d'infractions, dont l'absence, le défaut d'assurance, le défaut de visite technique, certaines dispositions du véhicule ne sont pas en état de fonctionner. Donc il y a tous ces éléments-là qui font qu'on va mener le véhicule en fourrière. Et puis il va y avoir un cas de fourrière pour la sécurité publique. Le véhicule, il est stationné, il gêne la circulation. Il peut être dans une cité, c'est-à-dire sur une voie publique, dans une cité privée, qui gêne, qui compromet à la sécurité des riverains. On peut aussi le mettre en fourrière. Voilà un peu. D'accord. Qui a pourvoi pour ordonner une mise en fourrière? Oui, et le mot ordonner est très important à prendre en compte ici, parce que ce n'est pas le dépanneur qui enlève. Il faut que la mise en fourrière soit ordonnée par une autorité administrative, comme la décision compétente. Compétente, très bien. Il y a deux autorités en cause. Il y a l'officier de police judiciaire lui-même, l'OPJ, qui a premièrement compétence pour ordonner cette mise en fourrière. Donc, tant que cette décision n'existe pas, on ne peut pas enlever la voiture. Et à côté de lui, il y a le chef du service chargé des transports routiers. Donc, dans le district, par exemple, la gestion des transports, et le chef de service peut ordonner une mise en fourrière dans le seul cas du défaut de visite technique. Mais, bien évidemment, il doit le faire après avis, le code lui dit après avis d'un expert en visite technique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux autorités qui interviennent, l'OPJ pour les cas de sanctions, et puis dans les autres cas, le chef de service transport après avis d'un expert chargé des questions de visite technique du véhicule. Alors, un citoyen lambda, par exemple, a une panne, le temps d'aller à quelques mètres appeler ou avoir des personnes pour l'aider, il revient, et puis le véhicule est mis en fourrière. Comment contester cela? Oui, la contestation va se jouer à deux niveaux. Dans le cas que vous expliquez, il faut qu'on analyse d'abord. C'est-à-dire que si la contestation va intervenir si la mise en fourrière est abusive ou si la mise en fourrière est régulière. Vous dites que son véhicule est en panne. Il faut confondre le stationnement interdit et le stationnement involontaire. Voilà. C'est-à-dire que quand vous êtes en panne, vous n'êtes pas forcément en stationnement. Ça, c'est un stationnement involontaire. C'est une panne inopinée. Exactement. Donc, vous avez le droit d'enlever votre véhicule. Comme ce qui nous arrive. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure que dans la mise en fourrière, on a eu la chance. La sécurité publique compte aussi. Donc, il faut que votre véhicule ne gêne pas la sécurité. Donc, si vous avez les moyens d'enlever, vous l'enlevez. Si vous avez la chance aussi d'être devant une banque ou dans un endroit où il y a la sécurité, voilà. Il faut l'enlever rapidement. Mais si ce n'est pas le cas, que vous êtes là au moment où l'officier de police judiciaire arrive, on n'envoie pas un fourrière, puisque dans les contestations, il y a interruption de la fourrière. Chez nous, on dit que la mise en fourrière peut être interrompue lorsque ça n'a pas encore commencé. Dans ce cas-là, vous êtes là, ça n'a pas encore commencé. Donc vous pouvez dire à l'officier de police judiciaire, je paye, je déplace ma voiture, et puis bon, il n'y a rien, il ne peut pas envoyer la voiture. Sauf que si vous n'êtes pas vite arrivé, que le véhicule d'enlèvement, le remorqueur est là, vous allez peut-être payer les frais, mais on n'enverra pas la voiture en fourrière. Ça, c'est l'interruption de la mise en fourrière. Mais on peut aussi demander une main levée. Lorsque la mise en fourrière a été faite, vous arrivez dans la fourrière municipale, vous allez entreprendre une procédure pour demander une main levée de la fourrière. Et en quoi consiste cette main levée là? La main levée de la fourrière consiste à introduire une action devant l'autorité qui a ordonné pour lui expliquer soit qu'il y a abus, soit que vous êtes désengagé. Vous avez payé l'amende forfaitaire, vous avez mis fin au motif qui constitue la mise en fourrière. Donc, il va vous autoriser à faire sortir votre voiture de la fourrière. C'est ça la main levée de la fourrière. Très bien. Alors, au niveau de la mise en fourrière, le sujet qui fâche, il y a des frais et de notoriété publique qui sont assez énormes quand même. Oui, je pense que les Ivoiriens vont encore se fâcher plus parce que dans le code, les frais sont fixés par arrêté conjoint du ministre des Transports et du ministre de l'Économie. Ah, j'aime bien le mot conjoint. Conjoint, justement. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas avoir trouvé des tests là-dessus. J'ai vu des arrêtés municipaux qui fixent des taxes de fourrière, mais il ne faut pas confondre les choses. Parce que la mise en fourrière n'est pas forcément une activité municipale. J'ai dit toute autorité administrative.
C'est-à-dire le commissaire de police, comme l'agent de police qu'on a l'habitude de voir, il monte dans le taxi, il dit, bon, allez au commissariat, j'ai garé la voiture là-bas, c'est une procédure de mise en fourrière en quelque sorte. Donc, il faut qu'on retrouve ces tests. Et puis, on va... Parce que ce n'est pas le dépanneur qui fixe les frais. Les frais sont fixés par l'État de Côte d'Ivoire. Conjointement par arrêté conjoint du ministre en charge des Transports et du ministre de l'Économie et des Finances. Donc, il faut que cet arrêté-là soit là pour uniformiser les frais de fourrière sur toute l'étendue du territoire. Bon, je n'ai pas encore véritablement trouvé, mais je pense que ça y a... Mais j'ai déjà vu des textes municipaux qui fixent des taxes. Mais pas encore de texte conjoint. Bon, je ne prétends pas être très intelligent, mais je continue de chercher. Mais à quel ordre? Parce que les prix, après, on voit, il y a plein de disputes sur les voies, ça crée des embouteillages. La mise en fourrière va générer... des comptes d'apothicaires, des institutions d'apothicaires. Exactement. Ça va générer 3 types de frais. D'abord, il y a une infraction. Donc, il y a l'amende qu'il faut payer. Qui n'a rien à voir avec les frais de mise en fourrière. Qui est de combien? L'amende peut être l'amende forfaitaire simplement de 2000 si vous avez reconnu vos infractions, ou bien l'amende ordinaire n'est pas reconnue. Il y a les frais d'enlèvement. Le véhicule qui vient, il faut payer ses frais. Ça fait combien? Généralement, ça tourne autour de 20 000 dans les tests que j'ai vus. Ça commence à venir. Et puis, il y a les frais même de surveillance. Quand ça rentre en fourrière, la société qui va assurer la garde va imposer des frais. Là, on n'a pas encore trouvé le montant. Ça varie selon les agents. Entre combien? Je vous assure que la dernière fois que j'ai fait sortir une voiture, ça coûtait autour de 60 000 francs. Donc, comme je n'avais pas encore les tests, sur la base des arrêtés, je ne peux pas contester, mais on cherche. Voilà. Donc, voilà quoi. D'accord. Le mieux, c'est de faire en sorte de ne pas être dans cette situation. Allez, de ne pas aller en fourrière, tout simplement. Alors, que fait si le véhicule a été endommagé lors de la mise en fourrière? Il faut retenir que, quelle que soit la durée de la procédure, en fait, la voiture est toujours à la charge du propriétaire. Donc, c'est à vous de suivre votre véhicule. Donc, si en mise en fourrière, ça a été fait dans les règles, vous êtes dans le cadre d'une mise en fourrière régulière, il va falloir vous assurer. C'est à vous de prouver que soit l'agent a été négligent, de monter une faute. À défaut, vous supportez tous les risques. De monter contre un agent, vous êtes seul, vous allez démontrer comment contre un agent. Vous arrivez que vous rendez compte qui est le garant, il est le garant de la... Et il y a l'avant-après, quand il partait. C'est pourquoi j'ai dit que, tu l'as dit tout à l'heure, il faut éviter d'aller en mise en fourrière. Mais si vraiment vous êtes dans une situation régulière, c'est à vous de chercher la faute. Dans le cas contraire, lorsque vous avez la chance que la mise en fourrière est abusive, comme c'est le cas dans beaucoup de situations, puisqu'il y a des règles de notification, des règles de PV à établir, il y a beaucoup d'informations à prendre. Dans ce cas-là, c'est comme la responsabilité de la personne est engagée. Donc, dès lors que vous êtes dans une situation abusive, qu'il y a des dédommagements, vous demandez à ce qu'on vous dédommage sans problème. Alors, jusqu'à quel moment la voiture peut rester? Par exemple, quelqu'un qui a sa voiture mise aux enchères et qui n'est plus là, qui a voyagé ou bien qui a tellement de voitures, comme Alix, qui l'oublie par exemple. Inch'Allah. Généralement... Qu'est-ce que la voiture devient? Vente aux enchères? Comment ça se la voiture va à la casse. On a vu la fourrière, même, en fait, c'est la transition vers la casse. Après, c'est compressé comme dans les films? Justement, c'est ça, exactement. C'est la casse. La fourrière, c'est une transition. La fourrière est un cas, dans le code tel que pour le code de la police, c'est un cas exceptionnel. Vous pouvez même refuser qu'on envoie votre voiture en fourrière si vous payez une caution. Oui, puisque le code prévoit, la loi de 63 prévoit de payer une caution au trésor, parce que je ne veux pas que ma voiture entre. J'ai une bonne Lamborghini, j'ai combien d'infractions, je préfère payer. Merci pour la pub gratuite. Désolé. On attend nos voitures alors sur le parking. Je les payer les frais. Donc, je préférerais payer une caution que d'envoyer ma voiture en fourrière. C'est possible, le code le prévoit. Et si vous ne l'avez pas payé au bout d'une... Généralement, on ne dépasse pas les 2 mois. La voiture peut être retirée de la circulation et amenée en destruction. Il faut savoir que la mise en fourrière n'est pas vraiment un garage comme vous le croyez. C'est peut-être même une étape transitoire vers une casse ou peut-être vers la destruction parce de la que, voiture. non, en fait, je comprends parce que dans l'entendement du législateur, peut-être à l'époque, c'est par rapport à un accident qu'on va enlever la voiture sur la route. Ouais. Alors qu'il y a d'autres cas de figure de nos jours. Exactement. Par rapport au législateur, il ne faut pas dépoussiérer. Voilà, merci Alix. Par rapport au législateur, même dans l'esprit, c'est dans l'impossibilité de faire autre chose qu'on envoie à fourrier. C'est ça le législateur. C'est-à-dire que même quand vous faites une infraction, par exemple, un stationnement gênant, si dans les 48 heures vous êtes capable de payer l'infraction, vous pouvez ne pas aller en fourrier. Dans l'esprit du législateur de 1963. Donc c'était vraiment une situation très exceptionnelle. Donc la mise en fourrière n'est pas organisée pour vraiment suivre votre voiture. Je garde ma voiture dans la cour de la RTI, je rentre et puis je touche du bois. Par exemple, il y a une panne et elle obstrue le passage. Mais ça, c'est dans le cadre de l'entreprise. Est-ce que là, on peut venir mettre ma voiture en fourrière? Oui, je vais dire que si vous garez sur le parking, dans le parking... Non, il y a une panne, par exemple, sur le pas au parking, c'est-à-dire à l'entrée juste, ou bien un endroit vraiment où les voitures passent. Quand ça sort du périmètre? C'est le deuxième volet de la mise en fourrière pour sécurité publique et pour préservation de la voie. Donc, la RTI peut demander à l'officier de police judiciaire de venir l'enlever.
Même je disais dans une cité privée, quand votre véhicule est mal garé, ou bien on voit souvent dans les parkings des cités, il y a une épave qui est garée depuis des années parce que le propriétaire n'a pas envie de débarrasser sa voiture. N'importe quel agent peut demander à un PJ de faire sortir pour l'amener en fourrière. Donc, à plus forte raison, à la RTI, où je suppose que la sécurité est encore plus grande. Bah oui. On va bien garer, sans souci. Je vous y invite. Parce que, en tout cas, ça ne fait pas plaisir. Hein. Ce n'est pas une bonne nouvelle de savoir son véhicule en fourrière. Merci beaucoup à vous, Merci monsieur à vous Ekou également. Paul Arnaud. C'est toujours un plaisir. Il a commencé à retrouver le rythme maintenant, hein, parce qu'au début, je suis levé à 3 h du matin. C'était pas évident, mais maintenant, regardez, il est pimpant, il est avec... Comme on le dit, le matin, il est frais. Le matin, il est frais. j'essaie de Mais la m'inspirer chance du qu'il a, vôtre. lui, mesdames et messieurs, qui n'est là que le lundi. Le C'est vénard. c'est vraiment une chance par rapport à ce que je vis. Merci d'être avec nous du lundi au vendredi. Nous, on est toujours avec vous dans le Ah cadre oui, de hein. ces matinales. On Et est c'est très une chance heureux. aussi. Et c'est une chance d'être Ben à votre ouais. service. Surtout, une chance de travailler le 24 décembre et de travailler le 25 décembre, n'est-ce pas? Et même le 1er Et janvier. même le 1er janvier et le 31. On est très chanceux, on aime notre métier. Et que Dieu nous protège. Merci beaucoup. Le flash avec Régis Kofi. C'est parti. Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre en ce lundi. Tôt le matin, on aura de la brume humide ou du brouillard sur les régions partant de la bande centrale au sud forestier. Cette situation entraînera une réduction de visibilité sur ces régions avant de faire place à un ciel partiellement nuageux. Les régions du littoral seront partiellement nuageuses avec une apparition progressive du soleil. Le nord sera sous le contrôle des vents d'harmattan avec un renforcement de ces vents en fin de période. Les températures de ce matin, 26 degrés à Abidjan et à Diaké, Bondoukou et Boaké affichent 23 degrés, 24 pour Daloa et Dimbokro, 23 degrés pour le Go, 22 à Korogo, 20 degrés à Man et à Odiéné, 25 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et 23 pour Yamoussoukro. Cet après-midi, les régions allant du nord à la bande centrale seront sous les vents secs et chauds de l'harmattan avec une intensité plus forte dans le nord. Quant aux régions du sud, elles seront généralement nuageuses avec par moments des averses accompagnées d'orages, notamment sur le littoral. Lisons les températures de l'après-midi. 31 degrés pour Abidjan et à Diaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 pour la ville de Boaké, 33 degrés à Daloa. Dimbokro affichera 35, 33 pour le Ngo. La ville de Korogo nous donnera 34 degrés, 32 à Man, 35 pour Odiéné, 30 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et 33 à Yamoussoukro. Le résumé du temps de ce lundi est fait. À tous et à toutes, excellente journée. L'actualité sur le continent à présent. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre. En République démocratique du Congo, où le week-end dernier, des entrepôts de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, ont été attaqués dans l'est du pays. C'est par là que nous démarrons. Regardez. Vous l'avez constaté, l'ampleur des dégâts, toujours en République démocratique du Congo, à l'approche des élections du 23 décembre. L'enjeu agricole s'impose dans la campagne électorale en RDC, dont les sous-sols regorgent de richesses en minerais, mais où les terres sont souvent laissées en jachère.
80 millions d'hectares de terres arables, dont 10% seulement seraient cultivés. Je vous invite à suivre quelques réactions. Nous sommes là, on ne vit que de l'agriculture. C'est qu'il y a de quoi à ne pas négliger ce travail-là. Nous avons le manioc, nous plantons le maïs, les patates douces, les gombos, les piments et toute une variété, ce qui est souvent produit pendant la saison pluvieuse. Des réactions de producteurs. Le Libéria protège les requins pour sauver ces petits poissons. Le pays a mis en place un programme de protection des requins et des raies, deux espèces en danger qui jouent un rôle essentiel dans l'équilibre de l'écosystème marin et dont la disparition porterait un rude coup à l'importante communauté de pêcheurs dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. On termine en bref aux Comores. La justice a condamné 4 proches de l'opposition aux travaux forcés à perpétuité pour complot et atteinte à la sûreté de l'État. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité consacré à l'Afrique. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 7 h. Et oui, direction l'international dans quelques instants avec vous, donc Régis Kofi. Alors Marco, votre métal préféré, c'est quoi? Mon métal préféré... Joker. Pourquoi Joker? Je sais pas. Ah ben c'est la période des cadeaux. Ça pourrait inspirer. Alors je rappelle, mesdames et messieurs, qu'on va donner nos cadeaux en direct ici et les cadeaux seront déballés. Ah, non, mais bon. Alors je récapitule, hein. J'ai eu beaucoup de cadeaux et donc Alix ne va pas faillir à la tradition de le gâter. Mais moi aussi je vais la gâter. Ce sera en exclusivité sur Matin Bonheur le 24. Régis aussi va donner son cadeau, le 24 et le 25. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon? Tout ça pour vous dire que nous avons ça peut aller? plein de choses. On est motivé? Ah oui, on est motivé, ça va aller. Ok, si vous êtes motivé. C'est pas une compétition, mais bon, on est motivé. Non, non, c'est une compétition saine, hein, sainte. Hein, voilà. Vive la motivation et vive lundi motivation. Le sais-tu? Sais-tu que tu as la capacité de réaliser tout ce en quoi tu crois? N'aie pas peur d'y aller. Fais-toi confiance simplement et tu vas y arriver. Ce projet qui te tient à cœur, tu peux le réaliser. Cette promotion que tu recherches dans ton service, tu peux l'obtenir. Ce voyage dont tu rêves depuis tant d'années, tu peux l'effectuer. Ce changement que tu espères au fond de toi et qui doit t'amener le meilleur, tu peux l'accomplir. Cette maison qui te séduit, tu peux l'acheter. Cette entreprise que tu souhaites créer, tu peux le réussir. Il n'y a rien qui ne soit à ta portée. Quel que soit le rêve qui te trotte dans la tête ce jour, sache que tu en as la capacité. Et le fait d'en rêver est un signe que tu peux. Rien n'est trop grand pour toi. Tout ce que tu peux imaginer peut être réalisable par toi. Tu as juste besoin de 3 choses. Vouloir, y croire, t'y mettre. Dans tout l'univers, il n'y a pas une autre personne qui soit exactement comme toi. Ta vie peut te sembler banale aujourd'hui, mais aux yeux de l'univers, tu es unique. Tu ne sais peut-être pas tout ce que tu représentes aux yeux du monde, mais écoute un peu ceci. Tu as un talent unique qui est placé en toi. Ce truc que tu fais si bien et que personne d'autre ne fait aussi bien que toi. Tu as une mission unique que tu dois accomplir, une tâche particulière que personne ne fera avec autant de passion que toi. Cette mission peut te sembler simple, mais le monde en a besoin. À toi de la découvrir. Tu as la capacité de te dépasser, de surmonter tes peurs, d'affronter ton destin, de soulever des montagnes et d'accomplir ce pourquoi tu es là. Et tu n'es pas là en vain. Tu peux. Excellente journée à toi. Merci beaucoup. Voilà, lundi motivation, histoire de vous vraiment donner toutes les clés pour mieux aborder la lundiose, hein, qui est, vous le savez, la maladie la plus commune de début de semaine. Mais quand on apprécie le lundi, quand on tient face au lundi, on apprécie mieux le vendredi. C'est cela. Exactement. Alors, vous apprécierez aussi une rubrique très importante de ce lundi, Instant Vérité. Gabriel Zani a installé. Son invité sera avec nous dans quelques instants, la personne de M. Paul-Édouard Amichia. Il est expert en décentralisation et développement
développement local. Vous savez, hein, c'est d'actualité. L'actualité avec des élections aussi partielles, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Élections actuellement de mise depuis régionales et régionales, municipales. On attend les résultats incessamment. Il y a eu Bassam, Port-Boué, Bingerville, Lakota, oui. Et puis on oublie. Bon, bref, ce qui est sûr, on espère que tout s'est bien passé, sans violence, sans problème, et qu'on aura des résultats qui ne vont souffrir d'aucune contestation. Comme l'invité tout à l'heure, M. Paul-Édouard Amichia, il est expert en décentralisation et développement local. Les clés pour un développement local au service des populations. À quoi sert un maire? Quel est son rôle précisément par rapport à un député, par rapport à un président du conseil régional ou un préfet, tout ça? Qu'est-ce qu'il doit dire? Comment il doit communiquer avec ses populations? Bref, Gabriel Zani reçoit pour vous quelqu'un qui sait de quoi parler, puisqu'il est expert en décentralisation et développement local. Instant vérité, c'est parti. Bonjour à tous, vous suivez Instant Vérité dans Matin Bonheur. Alors, fini les élections locales couplées avec les derniers scrutins tenus le dimanche 16 décembre 2018. Bientôt, tous les élus locaux, conseillers municipaux et régionaux seront connus. Mais le tout, mesdames et messieurs, ce n'est pas de remporter les élections. Une autre bataille commence, c'est celle qui consiste à relever les défis du développement local. Alors, des experts en la matière ont mené des études afin de dresser les profils des élus locaux et des collectivités territoriales émergentes d'ici à 2020. Pourquoi ces études? Pour quels résultats ces études peuvent-elles servir à quelque chose? Alors, quels sont les défis qui attendent les élus locaux à l'épreuve du terrain? Des questions que nous trouvons nécessaires de poser à notre expert en développement local au moment où les maires et conseillers régionaux débutent leur mandat pour les 5 prochaines années. Alors, bonjour, Monsieur Paul-Édouard Amichia. Oui. Vous êtes consultant en développement local. Merci d'être venu à Instant Vérité apporter votre contribution à cette question importante qu'est le développement local. Alors, M. Paul-Édouard Amichia, de quel constat est partie cette étude sur les collectivités territoriales? Merci. Il faut d'abord rappeler que les collectivités territoriales sont des démembrements de l'État. Et à travers la décentralisation, l'État leur confère certaines compétences afin de toucher au mieux les populations. Alors, il est important de voir si ces collectivités sont en mesure de remplir les responsabilités confiées par l'État et comment elles associent les populations au développement local. Alors, donc, c'était juste, comme vous avez dit, c'était pour étudier comment ces collectivités territoriales-là accompagnent l'action du gouvernement. Et voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer leur travail? Oui. D'accord. Alors, donc, quel est l'état des lieux en ce qui concerne le développement des communes en Côte d'Ivoire, des communes et régions? Quand vous, avant de faire cette étude, enfin, je veux dire, en faisant l'étude, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Quels sont, je veux dire, les états que vous avez trouvés? D'accord, c'est un vaste chantier. Hein, la décentralisation est un vaste chantier. La Côte d'Ivoire vise l'émergence en 2020. Il était important de voir quelle pouvait être la contribution des collectivités pour accompagner l'État et le gouvernement vers cet objectif. Alors, on se rend compte que beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Alors, de manière simple, un préfet est formé pour l'administration, pour exercer. Un maire est élu, soit parce qu'il est populaire dans sa localité, soit parce qu'il est envoyé par son parti. Il est important aujourd'hui qu'il soit formé et qu'il puisse être en mesure d'exercer ces compétences-là. Et on s'est rendu compte que les besoins en renforcement de capacité sont importants. D'accord. Alors, les besoins en renforcement de capacité sont importants. En fait, la question que j'ai posée, c'est de savoir l'état des lieux. C'est-à-dire aujourd'hui, comment, si vous voulez, comment fonctionnent les mairies et les conseils régionaux en Côte d'Ivoire? Oui. Comment fonctionnent ces structures-là? D'accord. Par rapport aux missions qui leur sont confiées, on se rend compte que les populations participent assez peu au développement local. On se rend compte aussi que les
résultats attendus ne sont pas tous au rendez-vous. Au niveau social, les collectivités font beaucoup. On construit des écoles, on construit des centres de santé, hein, on reprofile des pistes, mais il faut aller au-delà. Il y a à la fois le volet développement économique. Les collectivités ont un rôle important à jouer en matière de développement économique et c'est là qu'il faut pouvoir améliorer. Les collectivités ont un rôle important en matière d'environnement et là aussi c'est un défi à relever par les collectivités. D'accord. Alors, de façon générale, quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées les communes et régions de Côte d'Ivoire? Alors, si vous écoutez les communes et régions, elles vous diront on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. C'est vrai que les moyens ne suivent pas. Et une étude a été faite à la demande des collectivités et on s'est rendu compte que moins de 20% des ressources qui devaient transférer aux collectivités le sont réellement. Et la nouvelle constitution règle ce problème-là. Elle dit qu'il faut que le transfert des ressources financières soit concomitante au transfert des compétences. Et si cette nouvelle constitution est appliquée, le problème financier devrait être réglé. Alors, si la nouvelle constitution est appliquée, le problème financier sera réglé. Mais si cette constitution n'est pas appliquée, le problème financier ne sera pas réglé. Alors, parlons justement de finances. Oui. Alors, comment les mairies et les régions, je vais dire, fonctionnent en termes de finances? Comment les mairies se financent elles-mêmes? C'est à partir de quoi? Des impôts, des taxes et tout ça? Qu'est-ce qui fait le financement des communes? Oui, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Quand on prend les régions, elles sont à 95-98% dépendantes des subventions de l'État. Vous avez par contre certaines communes, notamment les communes d'Abidjan, qui ont des fonds propres importants parce que basés sur l'impôt foncier. Alors, vous prenez une commune comme le Plateau, où tout est déjà construit. Le Plateau a un budget très important parce qu'il reçoit une partie des impôts fonciers du Plateau. Alors, la question beaucoup plus simple. Combien, c'est-à-dire le budget par exemple du Plateau ou bien le budget de la commune de Zonguien ou bien je ne sais pas, de tout le Pleu. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples beaucoup plus précis pour que les uns et les autres voient de quoi il s'agit réellement? Je pense que vous devez avoir peut-être le tiers des communes qui ont des budgets de moins de 100 millions. Par contre, les communes d'Abidjan ont des budgets de plusieurs milliards. C'est que sûrement, peut-être que les élus locaux en ont parlé. Est-ce qu'à un moment donné, les élus locaux vous ont signifié que les moyens souvent ne suivent pas? Parce qu'il y a la pression de la tutelle, il y a aussi le manque de décentralisation financière et tout ça. Est-ce que ces problèmes-là ne sont pas réels dans ces communes-là, communes et régions? Oui, c'est un problème qui est récurrent. Mais l'État dit aussi aux communes et aux régions il faut augmenter votre part de fonds propres dans votre budget. Et là, il y a deux éléments. Il y a la fiscalité. Il faut aujourd'hui qu'on change la fiscalité actuelle pour donner plus de pouvoir dans ce sens aux collectivités et notamment aux régions. Je donne un exemple tout à fait simple. Quelqu'un qui a un studio à Bobo, aujourd'hui paye un impôt foncier et une partie de cet impôt foncier revient à la mairie, à la commune. Quelqu'un qui, aujourd'hui, a 20 hectares d'EVA ou d'anacarde ne paye pas d'impôt foncier rural qui pourrait permettre à la région d'avoir des fonds propres. Alors, il faut pouvoir réviser la fiscalité, il faut pouvoir instituer, et c'est une des propositions qui ont été faites, un impôt foncier rural, il faut pouvoir aussi faire en sorte que la richesse créée sur un territoire rapporte des ressources à ce territoire-là. Alors, dans votre étude, vous avez dressé, on va parler de ce point-là qui est vraiment très important. Dans votre étude, vous avez dressé le profil de l'élu local émergent et de la collectivité territoriale émergente. Alors,
Est-ce qu'on peut savoir les caractéristiques voilà, de l'élu local émergent et de la collectivité territoriale émergente? On veut bien savoir. C'est quoi? Je veux dire, c'est actuellement au stade de proposition, mais tout simplement, c'est de dire qu'il faut que les collectivités soient à l'image de ce qui se fait au niveau central. Au niveau central, il y a une gestion qui est basée sur la performance. Et il faut que la gestion des collectivités soit basée sur la performance. Il faut qu'ils aient des objectifs bien précis et qu'ils soient évalués sur l'atteinte de ces objectifs-là. Alors, un élu local émergent, comment on le distingue? Comment on sait que ce maire-là, le maire des Zonia, le maire de Niamini, je ne sais pas, ou bien de tout le Pleu, est un élu local émergent? C'est la question. Oh, juste quelques traits. Il faut qu'il soit proche de sa population. D'accord. Il faut qu'il soit un ambassadeur de son territoire et de la culture de son territoire. J'aimerais bien que un président de région de l'Ouest s'habille de manière traditionnelle et qu'on sache, quand on a une réunion des présidents de région, de par leur habillement, d'où ils viennent. Il faut qu'ils puissent mettre en valeur la culture de la région. Et il faut surtout qu'ils soient proches de leur population. Alors, dans votre étude également, vous avez abordé la question de la formation des élus. Est-ce vraiment nécessaire de former les élus, puisque c'est un service bénévole, c'est eux-mêmes qui choisissent de se faire élire, enfin de se présenter, je vais dire, à la municipalité. Voilà, ce sont eux-mêmes qui décident. Est-ce que c'est nécessaire encore de les former? Vous avez parlé de la formation des élus locaux. J'ai dit déjà qu'il agit en délégation de pouvoir de l'État. Alors, il faut qu'il soit déjà en mesure de répondre à ses responsabilités. Et dans le profil, on dit qu'il faut qu'il soit un manager. Il faut qu'il soit formé comme un manager pour pouvoir gérer sa... Alors, qui les forme? Qui forment ces élus locaux-là? Ce sont eux-mêmes qui choisissent leurs formateurs, ou bien le gouvernement va mettre en place, peut-être que dans vos propositions, un système qui va permettre de les former? Comment ça va se faire concrètement? C'est de la responsabilité de la tutelle des collectivités qui est exercée par le ministère de l'Intérieur et de manière plus précise par la Direction générale de la décentralisation et du développement local. Il y a des programmes d'accompagnement pour les collectivités, mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Il faut parler de quoi? Au-delà, c'est quoi? Dites-nous les choses telles qu'elles sont. Oui. Vous avez mené une étude, oui. Il faut aller au-delà de la formation, mais c'est quoi exactement? Dites-nous. D'accord. Il y a un centre de formation des acteurs locaux qui est en projet. Il faut pouvoir accélérer les démarches pour qu'ils se mettent en place rapidement. Alors, nous avons posé des questions aux populations et on leur a demandé de savoir mais pourquoi le développement des mairies, des conseils régionaux, pourquoi ce développement-là, il est lent, il n'est pas à un rythme assez vraiment évolué. Alors, ils ont tous indexé la mauvaise gouvernance. Est-ce que dans votre étude que vous avez menée, est-ce que ce fait-là est revenu? Est-ce que la mauvaise gouvernance n'est pas un fait qui freine en fait le développement des communes et régions en Côte d'Ivoire? Non, je veux dire, le problème de gouvernance, c'est à tous les niveaux. C'est au niveau des entreprises, c'est au niveau local, c'est au niveau central. Et on sait tous que cette bonne gouvernance doit être améliorée à tous les niveaux. Mais il est surtout important aussi de communiquer. Et les collectivités ne communiquent pas assez sur leurs actions seulement en période de campagne. Il faut pouvoir communiquer et partager pendant tout leur mandat. Alors, communiquer et partager pendant tout leur mandat, c'est quoi? Est-ce que le maire doit organiser des réunions pour rendre compte à ses administrés? Est-ce que c'est cela? Il doit d'abord organiser sa population sur le territoire. Dans une commune, il doit mettre en place des comités de gestion de quartier. Au sein des comités de gestion de quartier, organiser les jeunes, organiser les femmes, les associer, les écouter de manière régulière. Et ça se fait rarement. D'accord. Ça se fait rarement en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce qu'au-delà de cette difficulté-là, il n'y a pas, vous l'avez dit tout à l'heure, je reviens là-dessus parce que c'est assez important, c'est récurrent dans les préoccupations posées par les uns et les autres. Est-ce qu'il n'y a pas le facteur de la décentralisation? Quelles sont, si vous voulez, les implications de la décentralisation dans l'atteinte de l'émergence en 2020? Oui, je dis, pour être terre à terre, je vais faire le parallèle avec une famille.
Un père de famille qui, jusqu'à présent, jusqu'à il n'y a pas longtemps, avait les prérogatives de chef de famille, peut décider de tout faire lui-même. C'est lui qui gère le budget, c'est lui qui prend l'argent du marché, c'est lui qui fait les courses. S'il y a quelqu'un qui est malade, on l'attend pour régler ça. À un moment donné, il se rend compte que ce n'est pas efficace. Alors il se dit, bon, je vais confier certaines responsabilités à mon épouse. C'est un peu ça, la décentralisation. On dit, pour la popote, tu peux mieux faire que moi. Pour acheter des habits des enfants, tu peux mieux faire que moi. Voilà. Alors, c'est nécessaire. Alors, c'est nécessaire, mais est-ce que c'est effectif en Côte d'Ivoire? Est-ce que la décentralisation est réelle? La décentralisation, c'est un processus. Voilà. Il avance très lentement. Et on peut le comprendre. On est sorti d'une crise très importante. Et en sortie de crise, l'État peut dire qu'il faut d'abord renforcer le pouvoir de l'État avant de décentraliser. On estime que ces 10 ans ont permis de renforcer le pouvoir de l'État. Il faut maintenant écouter les populations. D'accord. Il faut écouter les populations. Alors, vu que les objectifs pertinents de votre étude, c'est vraiment d'atteindre l'émergence en 2020, alors, quels sont les nouveaux défis qui attendent les élus locaux à l'épreuve du terrain? Il y a 2 grands défis. Il y a le défi de la lutte contre la pauvreté qui passe par l'emploi. C'est le développement local qui crée l'emploi et c'est l'emploi qui permet de lutter contre la pauvreté. Voilà. Mais le grand défi déjà, c'est de pouvoir planifier ce développement local. Et très peu de collectivités en Côte d'Ivoire ont un plan local de développement. Et je trouve ça triste. Et cela est dû à quoi? Pourquoi ces collectivités-là n'ont pas de plan local de développement? Cela est dû à quoi? Je ne sais pas. Bon, il doit y avoir des raisons. D'abord, il faut le rendre obligatoire. Et ça dépend de l'État. Vous allez au Bénin, vous allez au Burkina, vous allez au Mali. Toutes les collectivités, de manière systématique, ont un plan de développement. Alors, il faut le rendre obligatoire et il faut accompagner les collectivités pour pouvoir le mettre en œuvre. D'accord. Alors, une question très directe avant de terminer. Pensez-vous que votre étude peut changer grand-chose dans le développement local en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas mon étude, j'ai été commis pour faire... Oui, c'est vrai, mais en même temps, quand vous avez mené l'étude, est-ce que vous pensez que cette étude-là peut être utilisée pour pouvoir changer quelque chose dans le développement local? Tout est question de volonté politique. Il ne peut pas y avoir de décentralisation sans volonté politique. Volonté politique de celui qui délègue les pouvoirs et volonté politique de celui qui reçoit les pouvoirs de se mettre au service des populations. Donc, l'un dans l'autre, tel le gouvernement doit donner peut-être... doit permettre une certaine volonté d'avancer sur cette question de décentralisation et le développement local aussi. Les mairies doivent aussi se mettre afficher... à l'écoute de leur population. Alors, se mettre à l'écoute de la population, c'est quoi? Parce que les populations se plaignent qu'on ne les écoute pas. C'est quoi exactement? Il faut d'abord les organiser, les écouter et les responsabiliser. Je veux dire, on peut imaginer que dans une commune, dans chaque quartier, on peut donner un petit budget pour que quand il y a un trou à boucher, on n'ait pas à attendre que ce soit voté et que le comité de quartier puisse le faire et rendre compte à la mairie. D'accord. Alors, votre étude, enfin, les études que vous avez faites, cette étude-là, alors, s'insère dans le PND 2016-2020. Donc, un plan ambitieux qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Alors, quelle est votre recette pour permettre l'émergence des collectivités territoriales en 2020? Quelle est votre recette, vous, en tant qu'expert en développement? Je l'ai dit. Il faut que les lois qui ont été adoptés soient appliqués. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, il faut responsabiliser et évaluer les collectivités. C'est un mandat qui leur est donné. Ce sont des fonds publics qui sont mis à leur disposition. Il faut pouvoir les évaluer sur ça. D'accord. Alors,
Paul-Édouard Amichia, merci pour vos réponses et contributions à cette rubrique. Alors, vous êtes consultant en développement local. Vous avez mené une étude relative au diagnostic et à l'évaluation des besoins en renforcement des capacités des collectivités territoriales. Et un rapport provisoire a été rendu en décembre 2017, n'est-ce pas? Et puis, bon, donc, cette étude-là a été demandée par le SNRC, le Secrétariat national pour le renforcement des capacités. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi Instant Vérité, une rubrique simple qui nous permet de comprendre ce qui se passe et d'expliquer les choses au mieux pour que les uns et les autres puissent être situés sur leurs différentes responsabilités. Alors, c'est donc la fin de Instant Vérité. Restez avec Marco et Alix pour la suite du programme. Merci beaucoup à la sagace Gabrielle Zani et son expert. On espère qu'en cette nouvelle mandature des différents élus, vous aurez pu avoir des orientations pour réussir votre mission. Nous, on part directement pour la pub et dans quelques instants, Régis Kofi vous offre le flash. Bienvenue dans l'actualité internationale. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. En France, une 5e victime de l'attentat de Strasbourg est décédée hier dimanche. Le parquet de Paris a confirmé le décès de cette victime de nationalité polonaise. L'attentat de Strasbourg a également fait 11 blessés, dont certains toujours dans un état grave. On reste en France pour parler de Martine Donnette, qui est au cœur de la revendication dans ce pays. Elle a revêtu son gilet jaune sur un barrage de Marignane. Cette retraitée qui avait un magasin de laine est depuis des années en guerre contre les hypermarchés qu'elle accuse de tuer les petits commerces. Reportage. Des dossiers qui font trembler la grande distribution dans un box tenu secret. Depuis 25 ans, cette retraitée dénonce les infractions commises par les hyper et est devenue leur bête noire. Sur la région PACA, ces infractions représenteraient 418 milliards d'euros non perçus par l'État. On se doute bien qu'avec ces 418 milliards, ça réglerait pas mal de problèmes, entre autres de baisser les charges des commerçants et des artisans qui subissent à la fois la concurrence déloyale de la grande distribution et qui ont des charges trop élevées pour pouvoir vivre. Commerçante, elle a perdu sa boutique de laine, chassée par Carrefour qui souhaitait s'agrandir. Ils n'ont pas déclaré Depuis, elle défend ses pairs contre les grandes surfaces qui, selon elle, s'étendent sans permis en règle, tandis que les pouvoirs publics ferment les yeux. Auchan, Carrefour, Leclerc, Super U, Martine a attaqué tous ces groupes et est devenue experte en droit commercial. Mais les victoires en justice ne sont pas toujours au rendez-vous. Et aujourd'hui, elle voit un espoir dans le mouvement social qui secoue la France. Ce qu'on défend avec les Gilets jaunes, c'est surtout l'injustice. Nous ne sommes plus dans un état de droit. On voit bien que les lois, elles sont faites par les lobbies, alors qu'elles devraient être faites pour l'intérêt général. Et là, on aimerait bien justement que notre président de la République vérifie que toutes les lois sont bien faites dans l'intérêt général pour tous ses citoyens. Les commerçants sont peu présents sur les ronds-points. Période festive oblige. Alors Martine et son mari ont décidé de les représenter. Que si on allait chercher les 418 milliards, il y aurait moins de malheureux. Moi, de toute façon, les revendications, je trouve qu'on n'a pas eu grand-chose. Hein. Ils sont là depuis le 17 novembre, ils n'arrêtent pas, ils n'ont jamais rien lâché. Et on les soutient parce que c'est des gens qui réclament leur pouvoir d'achat. C'est surtout ça. Et en même temps, ils font signer une pétition pour obtenir les référendums d'initiative citoyens. C'est hyper important parce que comme ça, on pourra contester les lois des lobbies qui justement nous martyrisent. Un référendum subversif qui fait désormais partie des principales revendications des Gilets jaunes. Sport handball, les Françaises ont remporté hier leur premier titre de championne d'Europe en battant les Russes, leur bête noire, au terme d'une finale accrochée à l'Accor Hotel Arena de Paris-Bercy. Score final 24-21. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce dimanche à Bruxelles contre le pacte de l'ONU sur les migrations. C'était lors d'un rassemblement organisé par un collectif d'organisations d'extrême droite et marqué par des heurts avec les forces de l'ordre. Notre peuple d'abord, nous en avons marre, frontières fermées
pouvait-on lire sur des pancartes de ces manifestants. Le pape François apporte, lui, son soutien au pacte de Marrakech devant des milliers de fidèles. Le souverain pontife a appelé la communauté internationale à agir avec solidarité et compassion vis-à-vis des migrants. Lundi dernier, il faut le rappeler, plus de 150 pays ont adopté à Marrakech le pacte mondial sur les migrations des Nations Unies. Non contraignant, le pacte recense des principes, notamment la défense des droits de l'homme et des enfants. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci à vous, Régis. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain, toujours avec cette même soif d'informer tous nos amis de la matinale. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. À demain. Il est 7h04, mesdames et messieurs. C'est le Money Time de cette émission. Ce qui va se passer sera rediffusé, bien sûr, aux alentours de 14h. C'est la thématique. Et le lundi, comme tous les lundis, nous parlons emploi. Aujourd'hui, nous allons parler de votre vie professionnelle et votre réputation sur Internet, sur les réseaux sociaux. En bref, la vie professionnelle et l'e-réputation. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Et puis, comment faire en sorte que cela puisse être à notre avantage? Merci d'être avec nous. C'est Matin Bonheur. C'est ici qu'on s'informe tous les jours de 5h55 à 7h30. La thématique illustrée, on se retrouve juste après. La logique voudrait que l'e-réputation n'existe pas, puisque la T-réputation en référence à la télévision et la R-réputation en référence à la radio n'existent pas. Cependant, il est clair qu'avec une présence continue sur les réseaux sociaux, Internet contribue à forger une réputation qui se transmet à la vie professionnelle. Lorsque tu vas postuler, c'est comme un rétroviseur. On va chercher qui vous aide, ou par moment, quand vous postulez, vous faites passer ça par le net, vous déposez votre CV. Quand vous déposez, on peut quand même en même temps faire des recherches sur votre vie. Donc je pense qu'on doit soigner notre image sur les réseaux sociaux. Dans certaines structures, on a besoin de quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui garde le secret. Mais sur Facebook, si chaque matin, tu te réveilles, chaque matin, tu prends une photo, tu mets sur Facebook. Chaque fois, en fait, ça peut aussi ternir un peu ton image. Par exemple, si on veut te confier un poste de responsabilité où on a besoin réellement de la confidentialité, ça peut ternir ton image en fait. L'entreprise, tout comme tout le corps social, obéit à des règles, à des lois, à un règlement intérieur qui régente l'organisation sociale. Et c'est dans ce respect que le travailleur fonctionne. L'usage que le salarié doit faire d'Internet, en tout cas dans l'exercice, je dirais, de son activité, il doit savoir que ça peut impacter son entreprise. L'internaute interréagit avec l'information. Ces j'aime et je n'aime pas qui longent aussi ces échanges participent à la construction d'une nouvelle identité, cette fois numérique. Toute action ou inaction sur Internet peut avoir un impact positif ou négatif sur la réputation, sur la vie professionnelle, mais au-delà, sur la perception que les autres auront de l'entreprise à laquelle appartient l'internaute. Si vous voulez avoir une page Facebook, c'est votre droit le plus absolu. Si vous voulez avoir, je dirais, un compte Instagram et que sais-je encore, c'est votre droit le plus absolu. Mais vous devez savoir que si vous êtes un individu qui est très connu, de façon, je dirais, incidente, votre action à l'extérieur peut avoir un impact sur votre relation avec votre employeur parce que nos populations ne font pas toujours la démarcation. Selon une étude, 77% des recruteurs effectuent des recherches en ligne en tapant par exemple le nom du candidat à l'embauche dans un moteur de recherche. 35% de ces recruteurs ont déjà éliminé un candidat en se basant sur les résultats de ces recherches. Gérer donc sa réputation sur Internet devient indispensable. Alors, attention à ce que vous laissez traîner sur votre profil Facebook ou sur votre compte Instagram ou Twitter. Voilà, un postulat, il est posé. Nous allons bien sûr démontrer à ce sujet là, avec notre invité qui est déjà là, M. Barthélémy Conan. Il est cadre en communication et marketing. Bonjour à vous. Bonjour.
Bonjour à vous. Bienvenue. Bonjour téléspectateurs. Ah oui. Alors, on parle de la vie professionnelle et de l'e-réputation. En tout cas, on a une notion sur la vie professionnelle. L'e-réputation, qu'est-ce que c'est? Merci Gabriel, merci Marcelin. C'est Alice. Gabriel est parti tout à l'heure. Désolé. Je vous en prie, pas de souci. Alors, avant de définir l'e-réputation, on va définir une autre notion qu'on appelle l'identité numérique. Donc l'ADN numérique, qu'est-ce que c'est? Voilà, il faut savoir que lorsqu'on va sur Internet, on laisse des traces. On va appeler ça les données. On a deux types de données, les données formelles et les données informelles. Les données formelles, c'est vos informations sur l'état civil, votre nom, votre date de naissance, les informations concernant votre entourage, vos familles, vos enfants. Et puis, il y a les données informelles. Lorsque vous partagez une photo, lorsque vous likez une photo, lorsque vous commentez on va dire une publication, c'est des traces que vous laissez sur Internet. Ce bribe en fait d'informations constitue ce qu'on appelle l'ADN numérique, donc l'identité numérique. Alors, l'e-réputation, c'est la perception, c'est l'avis, c'est l'opinion que moi j'ai de votre identité numérique. En fait, c'est ça. Donc, clairement, c'est tout ce que les gens pensent de vous lorsqu'ils voient vos photos, lorsqu'ils voient votre profil. La l'e-réputation. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, en tant que professionnel, on doit soigner ou alors on doit s'intéresser à notre e-réputation? La réponse est clairement oui. Je vous donne deux exemples. Imaginez un professionnel indépendant qui a son affaire, sa petite activité. Il y a un avis négatif sur son activité, sur un forum. Monsieur Conan, c'est très important, mais on a un petit souci. Désolé, hein, avec votre micro, pendant que nos techniciens vont faire un peu rapidement pour régler ce souci. Je rappelle que vous pouvez nous envoyer toutes les questions, mesdames et messieurs, au niveau de notre e-réputation, à Matin Bonheur, justement. C'est de façon simple. Envoyez-nous sur le hashtag Matin Bonheur, RTI Matin Bonheur, hashtag Matin Bonheur sur Facebook, Twitter et Instagram. N'oubliez pas des questions concernant votre e-réputation. Qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux quand on est dans une entreprise, quelle que soit la taille, quel que soit le domaine, quel que soit le volet de cette entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est ce que nous abordons avec notre consultant du jour et il va revenir sur ce en quoi consiste réellement l'e-réputation pour quelqu'un. D'accord. L'e-réputation pour un professionnel, c'est la gestion de votre image sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc, je suis sur Facebook. Comment je gère mon image? Quelles sont les images que je poste sur Facebook? Quelles sont les publications que je partage sur Facebook? Quels sont les posts que je véhicule, je publie sur Facebook? Et pareil sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, tous les réseaux sociaux. Et également si éventuellement vous avez un site Internet, sur votre site Internet. Donc, c'est toutes les informations que vous décidez de mettre sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est également tout ce qui est dit sur vous. Parce que ce qui est remarquable en fait dans les réseaux sociaux, c'est que ce n'est pas vous seul qui décidez de construire votre image, mais c'est les autres, votre entourage et les gens qui ne vous connaissent peut-être pas exactement, qui vous aident à construire cette image-là. Donc, d'accord. Alors, comment se gère concrètement cette e-réputation-là? Parce qu'on ne sait pas forcément qu'il faut la gérer. Exactement. Alors, pour bien gérer son e-réputation, il y a un préalable. Il y a ce qu'on appelle le web audit. C'est-à-dire, avant de gérer mon image, je fais un état des lieux. Qu'est-ce qui est, où j'en suis en termes de présence numérique? Comment je suis vu sur Internet? Comment on me perçoit? Exactement. Comment on me perçoit sur Internet? Lorsque vous avez investigué, vous avez googlisé un peu, hein, c'est un terme Google pour dire, est-ce que vous avez fait des recherches sur... Voilà. Vous-même. Exactement. Lorsque vous avez réussi à faire... Ça n'a rien de narcissique, hein? Non, absolument pas. Mais c'est de savoir ce qu'on dit sur vous avant de éventuellement apporter des éléments de réponse, soit pour démentir ou pour confirmer. Lorsque vous avez fait ce travail d'enquête sur soi... L'inventaire. Exactement, l'inventaire. Lorsque vous avez réussi à faire ça, en ce moment, vous pouvez définir vos objectifs. Voilà. Je vais sur Facebook, pourquoi? Je vais sur Instagram, pourquoi? Je vais sur Twitter, pourquoi? Sur LinkedIn, pourquoi? Lorsque j'ai mes objectifs, j'ai également ce qu'on appelle les cibles. À qui je veux parler? Vous imaginez qu'un cas dirigeant d'une entreprise et un étudiant débutant qui rentre dans la vie professionnelle n'ont pas les mêmes cibles. L'étudiant, lui, il va s'intéresser au recruteur parce qu'il veut être... Exactement. Mais le cas dirigeant, lui, il va parler des thématiques
concerne peut-être son entreprise ou bien qui concerne voilà, le niveau qu'il souhaiterait avoir. Il pense développement. Exactement. Mais pas forcément. Hein. Le cadre dirigeant peut venir pour s'échapper de sa fonction de pour directeur, pour décompresser un temps soit C'est là où on commet beaucoup de cas dirigeants commettent l'erreur. Alors il y a une statistique qui dit qu'il y a seulement 15% de cas dirigeants qui soignent leur image. En revanche, le risque pour eux est beaucoup plus grand. Warren Buffett, qui est un industriel américain, disait que vous prenez 20 à 30 ans pour construire une réputation, mais vous avez besoin juste de 5 minutes pour la détruire, en fait. C'est pareil pour le cas dirigeant. Si on vient sur les réseaux sociaux pour s'évader, on commet un grand risque. On court un grand risque parce que justement, ces informations que vous véhiculez peuvent revenir contre vous. On a envie de revenir aussi aux fondamentaux. Ces réseaux sociaux-là, leur fonction, leur but premier, c'est quoi? C'est quoi? Alors, on va essayer d'imaginer un peu. Imaginez qu'on est dans une ville. Facebook, votre maison, c'est considérez que votre site Internet, c'est votre maison. Facebook, c'est un peu comme un supermarché. LinkedIn, c'est comme les médias. Autant pour moi, Twitter, c'est comme les médias. Et LinkedIn, c'est votre lieu de travail. Donc, en fonction, pour répondre à votre question, en fonction des réseaux sociaux, vous avez l'objectif qui est rattaché. Facebook, c'est beaucoup plus pour... voilà, c'est une espèce de... qui regroupe un peu tout. Toutes les fonctions LinkedIn. Sympathiser. Voilà, créer une communauté, mais pas vraiment pour s'amuser, mais créer une communauté pour faire avancer son activité, pour se faire connaître, pour voilà, gagner en autorité. Pour un peu une cause citoyenne, en fait. Oui, c'est vrai, parce qu'on a plein de groupes maintenant aujourd'hui qui se constituent. Exactement, sur on avait des exemples. Ce qu'on ne peut pas faire facilement ailleurs, on peut le faire via Facebook, ça peut passer plus facilement. Je n'ai peut-être pas bien compris votre question. Comprenez une chose, ce que vous ne pouvez pas faire dans la vie réelle, il est difficile de le faire. Normalement, on ne doit pas pouvoir le faire sur les réseaux sociaux. Normalement, et pourquoi? Parce que votre image en tant qu'individu physique est liée à votre image numérique. Très souvent, et l'erreur qu'on commet, c'est qu'on dissocie notre vie physique et notre vie voilà. Ce que nous ne pouvons pas faire dans la vie réelle. Nous ne pouvons pas insulter les gens lorsque nous allons dans les rues. Pareil sur Facebook. Mais nous n'insultons pas les gens dans la vie réelle. Mais sur Facebook, on le fait sur Facebook. On le fait. On ne se dénude pas, excusez-moi de l'expression, dans la rue, mais on le fait pratiquement sur Facebook. Voilà où il y a une espèce de dissension entre l'image que nous projetons à travers Facebook et l'image réelle que nous avons. Justement, M. Conan, de plus en plus, cet agrégat d'infos, d'images contre images, d'expertise contre expertise, c'est en train de rythmer un peu le monde du travail. Par exemple, il y a des employeurs qui, quand vous arrivez par exemple à égalité sur des entretiens, ça peut être des castings ou des entretiens professionnels, ils vont taper facilement votre nom sur Google ou bien sur Facebook. Et ça, c'est très important. Alors, la question est la suivante. Quelles sont les conséquences d'une mauvaise e-réputation pour un individu? Alors, la première conséquence, c'est ce que vous venez d'évoquer là, c'est de vous mettre en porte-à-faux lorsque vous avez une procédure de recrutement. Aujourd'hui, les employeurs, à travers leur service de recrutement, font des recherches en fait sur les candidats. Lorsque vous êtes à égalité, exactement, lorsque vous êtes en position sur les postes, l'employeur a besoin d'avoir confiance en vous. Donc, aujourd'hui, grâce à Facebook et les réseaux sociaux, ils ont cet outil-là de voir au-delà des CV. Donc, ils vont saisir votre nom sur vos profils. Il y a une petite anecdote, je crois, quelqu'un qui me racontait qu'il était arrivé en train de recruter quelqu'un et la personne avait une prétention salariale un peu plus élevée. Donc, il a essayé de faire flancher la personne n'a pas accepté. Donc, ce qui s'est passé, elle a été curieuse de voir pourquoi la personne... parce que le pack salarial qu'on lui proposait n'était pas mal. Voilà, n'était pas mal. Mais la personne ne voulait pas fléchir. Entre les week-ends et les autres exactement, loisirs. Donc, un petit tour sur son profil Facebook a montré que c'est quelqu'un qui... Il postait claque. beaucoup. Exactement. Il claque beaucoup. Vers Assili, vers Dubaï. Beaucoup de bouteilles sur les tables. Oui. Exactement. Voilà, et pour certains postes, c'est un facteur défavorisant. Donc les employeurs, oui, peuvent investiguer sur votre profil Facebook. Donc c'est la première conséquence d'une mauvaise gestion de votre e-réputation sur les réseaux sociaux. Deuxième conséquence, c'est qu'en termes d'évolution de carrière, vous mettez un plomb dans l'aile. Parce que imaginez que vous êtes dans une entreprise, que vous voulez accéder à d'autres postes de responsabilité, même au sein de l'entreprise. Alors, ne pas savoir gérer votre réputation sur les réseaux sociaux
vous donnez le sentiment aux dirigeants que vous ne savez pas intégrer en fait les mutations, on va dire, d'aujourd'hui. Vous ne rentrez pas dans le moule. Exactement. Vous êtes en déphasage avec ce qui se fait aujourd'hui. N'importe quelle entreprise aujourd'hui, Facebook est une partie prenante, les réseaux sociaux sont une partie prenante. Il faut savoir gérer son e-réputation pour donner justement cette impression qu'on comprend les tendances actuelles. Autre conséquence qu'on pourrait avoir de ne pas savoir gérer son e-réputation de nos jours, c'est que on passerait à côté de se faire connaître et se faire reconnaître. Vous êtes un professionnel des médias, il y a des thématiques qui touchent votre milieu. Être sur les réseaux sociaux, être sur Facebook, vous permet de dire, c'est vrai, je fais mon travail, mais je sais comprendre les thématiques qui sont d'actualité pour mon domaine d'activité. Donc c'est voici pêle-mêle ce qu'on pourrait dire, voilà, qu'on pourrait dire sur le fait de ne pas pouvoir gérer son réputation. Ce que vous dites se vérifie tellement que des fois, on a certaines connaissances dans le même domaine qui réussissent à participer à beaucoup plus d'événements que nous, on ne comprend pas pourquoi. Mais elles sont très actives sur ces sujets-là, donc tout de suite, le choix s'opère vers elles. Alors, comment devrait-on utiliser ces réseaux-là pour bien soigner son e-réputation alors? Très belle question. Alors, comme je l'ai dit dans notre image qui est passée tout à l'heure, tout dépend de votre objectif en fait. Donc, en fonction de vos objectifs, vous décidez ce qu'on appelle le mix de réseaux sociaux que vous choisissez. Alors, si je vais sur Facebook et que je suis un professionnel de communication, de marketing, je vais sur Facebook pour parler de marketing et de parler des choses qui intéressent les gens. Si je vais sur LinkedIn, c'est pour pouvoir démontrer en fait que je maîtrise certaines tendances actuelles en termes de marketing et de communication. Si je vais sur Twitter, c'est de réagir sur l'actualité en lien avec mon secteur d'activité. Donc en fonction, pour répondre à votre question, en fonction de votre objectif, il y a des médias qui sont associés. Et il ne sert à rien d'être présent sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram, Snapchat et tout ça. Non, justement. Ok, alors moi j'ai une question. Ici à Matin Bonheur, on est très pragmatique. Hein. On prend le cas, par exemple, d'une vendeuse d'attiqués qui, par la force des choses, se retrouve dans cette situation, sinon qui est consciente de l'importance Est-ce que la vendeuse d'attiqués, puis on a un animateur de télévision, est-ce qu'ils vont toujours rester dans leur sphère? Ou bien parfois c'est important de sortir un peu de sa sphère? C'est important carrément de sortir parce que ce que les gens ne veulent pas sur Facebook, c'est d'avoir des discours promotionnels de vente. Voilà. Vous ne venez pas sur Facebook pour parler que de vous, de ce que vous faites, à la limite pour vendre. Ah ben, par contre, quand vous avez parlé du patron, vous avez dit que le patron, quand il vient, il doit s'en tenir à... Finalement, qu'est-ce qu'on fait alors? Alors, il y a une nuance en fait. D'accord, je ne viens pas me vendre, mais je viens parler des choses de mon secteur qui peut intéresser les gens. Est-ce qu'après, ce n'est pas lassant? Ah ouais, tout est dans le timing, en fait, ce qu'on appelle le dosage. Exactement. Il ne faut pas être un posteur compulsif qui est tout en train de poster. Un posteur compulsif, merci. Donc il faut avoir ce qu'on appelle un calendrier éditorial. Vous décidez pour un cas dirigeant. Je travaille dans l'audiovisuel. Je sais que mon image compte beaucoup. Une fois en passant, je peux mettre une photo de moi en activité, mais je ne vais pas mettre ma photo dans ma cuisine en train de manger de la loco à 3 h du matin derrière une table qui est cachée derrière le réfrigérateur. Exactement, vous avez bien compris. En fait, mettre sa vie carrément sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, c'est carrément interdit. Je peux montrer que j'ai une vie de famille avec mon enfant en passant, des photos de moi en train de travailler avec des collègues, mais après aussi, il faut doser. Et ça encore, ça dépend de votre métier. Comme je le disais, les stratégies numériques dépendent en fait de votre activité, de votre statut. Pour un homme de médias, ça passe de montrer qu'on a une vie de famille. Pour un homme politique, c'est carrément autre chose. On en voit il faut organiser. Hein. Ça doit être organisé en tout cas. Ça doit être organisé, mais vous savez, il y a ce qu'on appelle il y a les hommes politiques qui tweetent et qui plus vite que leur ombre. Hein. Tweeter, qui sont des posteurs compulsifs, comme vous avez dit. Avec Twitter, on ne peut pas poster de photos en tant que tel. Tweeter, oui. Tweeter, oui. À des intervalles réguliers, oui. Mais montrer sa famille dans l'allégresse et tout, on est dans des fois, on étale l'opulence et tout. Exactement. Et dans nos sociétés, pour l'instant, ce n'est pas encore bien perçu. Dans l'imagerie populaire. Exactement. Donc, ça peut jouer contre soi. De montrer qu'on a réussi, que parfois, ça peut très mal passer. Comme on dit, on est arrivé, quoi. Voilà, ça peut très mal passer. Donc, pour des hommes politiques, ça peut être... C'est un sujet à revoir. En fait. Justement, puisque ça fait partie aussi de la vie professionnelle, parce qu'être politicien, c'est un métier. Alors, quel genre de conseils vous pourriez donner à ces personnes, à ces handgriffes particulières,
par rapport à leur service de communication? Parce qu'on assiste parfois à du tout et à du n'importe quoi dans ce domaine en matière de e-réputation. Deux conseils, être authentique. Il y a beaucoup de surfaits en fait. C'est mon analyse personnelle. Il y a beaucoup de surfaits, il y a beaucoup de com. Mais ce qu'il faut penser, il faut savoir, c'est que les auditeurs, quand les un artiste téléspectateurs, les arrive, fans tout le monde va prendre une photo avec l'artiste. Bon, exactement. Il faut être un mythe aussi quand même. Aussi, non, mais après, même ce sont les commentaires même du genre, j'étais avec lui aujourd'hui. Pourtant, il te connaît ni d'Adam ni d'Ève et vice-versa. Exactement. Donc il faut être vrai. Il faut être vrai, voilà. Comme je disais, il faut être vrai. Et il faut, lorsqu'on a engagé la conversation, il faut terminer en fait. On voit beaucoup de postes de personnes voilà, haut placées qui engagent des conversations et qui laissent les autres débattre et qui sont sortis. C'est très mal vu parce que vous donnez l'impression d'être au-dessus des autres. Le problème et la chance qu'on a avec Facebook, c'est d'être proche justement de ces fans, de ces électeurs et tout. Il faut être accessible. Donc, il faut être accessible. Donc il ne faut pas jouer un rôle sur Facebook, ça vous rattrape toujours. Merci de l'expression. Surtout pas jouer un rôle. Alors, comment arriver à, on va dire, à redorer le blason ou l'e-réputation de quelqu'un qui a mal commencé? Il a peut-être posté des choses qu'il ne fallait pas, dit des choses qu'il ne fallait pas. Arriver, comment il rétropédale pour arranger les choses? Lorsqu'on a fait notre web audit, lorsqu'on a fait ces petites recherches qu'on sait, qu'on a écorché notre image, il y a sur Google ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Voilà, donc c'est un formulaire que Google permet, que vous remplissez, que vous lui envoyez, vous lui dites, voici, j'ai partagé telle photo et ça se trouve que l'image me porte préjudice aujourd'hui. Je veux que vous retiriez. Alors, ce qui se passe, c'est que... me refaire un lifting. Exactement. Google ne retire pas, mais il accepte de ne pas mettre vos images dans les recherches, en fait. Okay. Mais ça peut rester, ça peut être encore trouvé pour quelqu'un qui fouine et tout ça. Voilà, mais ça ne sort plus dans les... C'est ça, le lifting. Ça ne cache pas tout, mais ça exactement, ça cache un peu. Ça cache un peu. Exactement. Maintenant, lorsqu'on a ça c'est Google. Hein. Maintenant, sur Facebook, il y a la possibilité d'aller supprimer soi-même ces photos qu'on a trouvées trop osées ou alors les commentaires qu'on a trouvés trop déplacés. C'est déjà passé du balai sur tout ça. Okay. Et puis, se repentir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en face des gens qui ont un cœur, qui comprennent et tout. Quand on est sincère, voilà, il faut être authentique. Quand on est sincère et qu'on est authentique, on sait se faire pardonner. Mais lorsqu'on est un peu en griffe, un peu guindé, qu'on prend les gens de haut, on veut toujours avoir raison. On veut toujours avoir raison. Paraître, se montrer. C'est pas toujours évident. Et très souvent, les fans nous... Ah, comme on le dit, maintenant, ils sont très gamés. Hein, donc, c'est pas très évident. C'est ça. Monsieur Konan, j'ai une petite dernière question avant qu'on finisse. Et les opinions politiques sur Facebook? Là, on a parlé des politiciens, ça c'est dans la manière de faire. Mais je veux dire, le citoyen lambda, comment il doit gérer ses opinions politiques sur la toile? C'est ça. Alors, je ne suis pas politicien, mais je sais que la politique, tout le monde peut la faire. Mais tout est dans le respect, tout est dans le choix des thèmes que nous utilisons. Nous parlons politique. Moi, il m'arrive de parler politique, mais tout est dans le choix des thèmes que nous utilisons. Des axes. Les axes, en fait. Et la manière. On peut décrire un phénomène que nous n'apprécions pas, mais dans le respect avec les mots choisis et tout. Donc, oui, on peut parler politique, mais policer les choses pour ne pas, heurter. Mais l'employeur, par exemple, qui n'est pas de votre bord, peut, à travers vos publications, tout ça, dit, ah, lui là, je vois maintenant son bord. Et puis ça peut agir, est-ce que... C'est possible, mais comme je le dis, parfois il faut assumer. Si je décide de parler politique, c'est que quelque part je peux assumer. Comme je l'ai dit, il faut être authentique et vrai avec soi-même. Si j'ai parlé politique et que demain mon employeur le prend contre moi, je suis en même de pouvoir l'expliquer. Mais ce qui est conseillé, c'est quand on ne maîtrise pas un sujet, quand on maîtrise un politique, autant ne pas s'engager sur ce terrain. Merci beaucoup à vous, Monsieur Gué Konan Barthélemy. Vous êtes cadre en communication et marketing. Sympa échange avec vous concernant l'e-réputation. Exactement. Et nous aussi, ça a été sympathique d'être en votre compagnie pour aujourd'hui. On remet le couvert demain matin, 5h55. Bye bye. Le ministère